bien, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Comment ça Wave en direct de notre bâtiment Wave. Un numéro un peu spécial aujourd'hui, vous verrez. Bonjour Imanol. Bonjour, bonjour à tous. Un numéro un peu spécial parce que vous le savez, Vinci Energy est partenaire de l'OMR, l'Olympique marquois de rugby. Et dans ce cadre, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Imanol Arinordoki, qui est venu faire une petite pige et parler rugby au sein de l'OMR et qui nous fait le plaisir d'être là avec nous ce matin. Alors, on va parler sport, on va parler carrière, rugby, Pays Basque, mais on va parler immobilier, rassurez-vous, parce que Imanol a plusieurs vies. Et donc, on va revenir, bien sûr, à ce qui nous intéresse, les métiers de l'immobilier et nos métiers à nous, Vinci Énergie. Alors, vous le savez, on a un petit rituel. Je te l'ai dit, on a un rituel. Deux, trois questions pour nous mettre dans l'ambiance. Un petit objet. Échauffement. Un petit objet dont tu voudrais nous parler ou nous montrer quelque chose, un objet fétiche? Bon alors, tu me posais la question, c'est vrai que je suis très superstitieux. Pendant ma carrière, j'avais tout le temps une ribambelle d'objets dans mon sac, etc. Et quand je les avais pas, de suite, je pensais que j'allais faire un mauvais match, que j'allais me blesser, etc. Donc j'ai essayé petit à petit d'évacuer tout ça. Voilà, mais j'ai toujours une petite croix sur moi, c'est la croix de Cluny, voilà, qui représente la terre, le ciel, l'espérance, la liberté et puis l'énergie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu en moi et que je garde toujours un peu avec moi. Voilà, bon, c'est un petit objet, mais j'ai essayé un peu de me détacher de toutes ces superstitions. Pourtant, c'était une routine, certainement, ces objets, et voilà, tu t'es détaché de cette routine, quoi. Ouais, ben, vous connaissez tous cette publicité. D'abord la Eh chaussette oui, gauche, hein, mais c'est vrai que voilà, quand on est sportif, notamment un sportif de haut niveau, on s'attache à des petits détails comme ça, et puis plus ça va, plus on en rajoute, et puis on se rend compte que finalement, c'est une aberration. Donc sur la fin de ma carrière, j'ai réussi un peu à me détacher de tout ça, et ça m'a pas fait de mal, parce que ok. dès que il me manquait un objet, j'étais un peu en panique. Alors, les trois questions classiques, plutôt mer, montagne ou campagne? C'est Alors dur, moi, je ça. suis plutôt montagne, même si j'habite à l'océan, enfin à Biarritz. J'aime beaucoup me retrouver à la montagne, voilà, des grandes étendues d'espace, de liberté où on se sent bien et il y a une atmosphère aussi apaisante. Puis on ramène ça à un peu nos métiers, plutôt maison connectée high-tech ou maison dans la prairie? Bah alors en évoluant maintenant, en grandissant, on va dire, et maintenant j'ai aussi une famille. Alors au début, c'était très maison connectée et très moderne. Maintenant, ça serait plutôt d'allier un peu les deux. Donc plutôt un cocon un peu familial, une vieille ferme retapée avec un peu de connectivité. Voilà, alliant les beaux matériaux un peu modernes et puis la pierre, le bois, des matériaux un peu plus chaleureux. Donc ouais, un peu un mix des deux. Et alors, la question, moi, qui m'intéresse particulièrement, parce que je te l'ai dit, j'ai un deal avec mon patron. Si tu étais une ville, laquelle? Parce que en fonction de ce que tu me dis, moi, je suis censé faire une émission dans cette ville. Ouais, Donc donc attention, quelle ville tu choisirais? ben, j'ai toujours été attiré par Ciné, voilà, pour y avoir séjourné assez longuement à plusieurs reprises avec le rugby. Alors c'est vrai que quand on joue dans d'autres pays, on n'a pas trop le temps de les visiter. Et là, le fait d'avoir joué 2 coupes du monde là-bas chez les jeunes, ensuite avec l'équipe de France, la grande équipe de France, j'ai pu y séjourner pendant pratiquement 3 mois à chaque fois. Je suis reparti aussi en tournée plusieurs fois. J'ai vraiment beaucoup aimé cette ville-là, au milieu entre l'océan, la faune, la flore, la montagne, Ouais, euh, Darling Harbour, on en parlait, Bondi Beach. Et puis voilà, l'atmosphère qui y règne, la bienveillance. vraiment un climat apaisant, de bienveillance, où les gens travaillent mais sans se prendre la tête. Ils savent aussi prendre du temps ben, pour d'autres activités, pour le sport, pour les enfants l'après-midi. Ils finissent aussi la semaine le vendredi midi, donc Ouais. c'est after work dès le vendredi midi, c'est ce que tu me disais qui te Et oui, plaisait eh bien. oui. Mais voilà, c'est vrai que c'est une autre ambiance, une autre atmosphère, et c'est vraiment un pays qui m'attire. Ouais. Oh bah, c'est gagné. Super, moi ça me va. Alors, pour lancer un peu notre entretien, tu as eu plusieurs vies, je l'ai dit. Heu, Comment on doit faire quand on parle de toi? On parle d'un sportif, on parle d'un entrepreneur, on parle d'un gars de l'immobilier, comment on fait? Alors Tu es qui? c'est vraiment une bonne question. C'est une question que je me suis posée pas de suite quand j'ai arrêté ma carrière. C'est venu 1, 2 ans après. Voilà, parce qu'on se construit aussi un personnage. Moi, j'ai été rugbyman professionnel pendant 17 ans. Voilà, avec un profil guerrier, je mettais un bandeau, j'avais un jeu quand même assez frontal, même si j'avais d'autres qualités, mais
voilà, j'aimais l'engagement. Il fallait jamais baisser les bras. Mmh. Voilà, never give up. C'est vrai qu'il fallait rien lâcher sur un terrain, quel que soit le résultat. Et Ça, c'est connu de tout le monde, quand je me ça. suis retrouvé dans la vie active, j'ai voulu compenser aussi l'arrêt de ma carrière par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Et pour entretenir aussi, on va dire, cette image de joueur combatif ou d'homme combatif qui entreprend, qui avance dans la vie, D'accord. où rien n'était insurmontable. Et finalement, à un moment donné, je me suis posé la question, c'est venu à moi de savoir voilà, qui j'étais vraiment. Est-ce que j'étais toujours ce joueur de rugby? Et donc, je suis revenu peut-être à mon enfance, pour savoir qui j'étais vraiment dans mon enfance. Et je me suis construit vraiment un prénom aussi pendant ma carrière, c'était Imanol. Et donc, j'ai voulu entretenir ça quand j'ai arrêté ma carrière. Et finalement, oui, Imanol, mais je m'appelle aussi Harry Nordoki. J'ai voulu exister parce que je viens d'une famille aussi quand même qui a réussi dans la vie, et notamment dans Oui. le négoce de bestiaux. Et c'était un nom aussi lourd à porter. J'ai voulu exister en tant qu'Imanol, mais voilà, je suis un Harry Nordoki. Et donc, à un moment donné, j'ai pris le temps de me poser et de savoir qu'est-ce qui avait du sens dans ma vie, qu'est-ce qui donnait du sens à ma vie, dans quel projet je prenais du plaisir, pas uniquement parce que j'avais été quelqu'un ou Oui. parce que j'avais une carrière, mais quel était le futur et dans quoi je voulais m'épanouir. Et voilà, ben, paradoxalement, ou en tout cas heureusement, ça m'a permis de poser les choses, d'arrêter beaucoup d'activités. C'était très énergivore, qui me prenait beaucoup de temps. Et dans lesquels je ne m'épanouissais pas forcément et que je continue à faire parce qu'il fallait le faire. Il fallait, toujours plus. Et donc j'ai posé un peu les choses et finalement j'ai soigné des activités voilà, qui me sont chères aujourd'hui. Mais tout à coup, ça a mieux fonctionné dans ces activités-là. C'est devenu plus fluide. J'ai eu un meilleur contact aussi avec mes équipes, Ouais. avec mes salariés. Ça allait mieux aussi à la maison, comme par hasard. Je prenais aussi plus de temps à mes enfants. Enfin voilà, j'ai trouvé un équilibre qui m'a permis d'optimiser ma vie et de me retrouver en tout cas et de mieux vivre ma vie, ma nouvelle vie, parce que c'était une nouvelle vie aussi. Et voilà, tout allait mieux. Et donc c'est vrai que depuis ça, c'est plus facile à vivre. Ouais. Alors, c'est super parce que tu fais un teasing, tu as parlé de salariés, donc on va en parler juste après. Ça veut dire que tu es entrepreneur, c'est ça qu'on comprend. Un petit bloc sur, la carrière professionnelle, l'équipe de France, en analogie, à l'entreprise, parce que nous avons, beaucoup de chefs d'entreprise qui nous regardent et des gens qui, font tourner du business. Les similitudes entre le sport de haut niveau et l'entreprise, tu aurais quoi à dire là-dessus? Bon, c'est très vaste, mais c'est vrai que le plus dur, on l'évoquait tout à l'heure, c'est de durer, c'est pas forcément d'y arriver quand on entreprend. Moi, je suis quelqu'un aussi qui aime entreprendre, donc lancer des projets. Derrière, il faut savoir les faire vivre, les faire durer. Ça, c'est quelque chose qui est dur aussi dans l'entreprise, de garder ses équipes Oui, motivées, comme sur un terrain de rugby. Hein. Les saisons, elles sont très longues, elles sont très éprouvantes. On a des échéances tous les week-ends, il y a énormément de pression. Et quand les résultats sont pas au rendez-vous, même quand on a fait tout le travail en amont, une bonne préparation, oui, on ne gagne pas toujours. Donc voilà, il faut savoir se remettre en question, trouver les leviers à activer ou les ressorts sur lesquels insister pour réenclencher une nouvelle dynamique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Dans le rugby, eh ben, on avait besoin d'une grosse cohésion parce que c'est avant tout un sport de combat. oui. Alors là, il faut pouvoir compter les uns sur les autres. Et quand on est sur le terrain le samedi, la vérité du terrain, ça, on ne peut pas tricher. Donc c'est vrai qu'on peut savoir sur qui on compte, sur qui on compte, on peut pas compter assez rapidement. Oui. Dans l'entreprise, c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus long. Euh, Moi, aujourd'hui, j'essaye beaucoup moins de réagir à chaud que je le faisais sur un terrain de rugby, parce que je me rends compte que des réactions à chaud, on fonctionne déjà tous différemment. Donc, des réactions à chaud qui peuvent être négatives ou en tout cas néfastes pour la suite. De temps en temps, maintenant, j'ai souvent envie de répondre sur le moment, d'écrire un message ou un mail. Alors, je le fais parce que ça me fait du bien, mais je ne l'envoie pas. Je me dis, Ah! je prends le temps. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. Hein. J'avais un tempérament quand j'étais joueur aussi assez fort et j'avais des réactions assez vives Oui. qui passent quand on est sur un terrain de rugby, mais qui passent pas Ouais, ça peut blesser à un moment. quand on est dans l'entreprise ou dans la vie de tous les jours. Donc, je le fais pas encore assez souvent, mais voilà, c'est vrai que j'essaye en tout cas d'avoir des réactions un peu plus à froid, ou en tout cas de les digérer pour voir comment je peux évoluer aussi
dans ma réaction ou en tout cas dans le fait de résoudre un problème. Et je me rends compte qu'en prenant le temps, alors souvent on a envie de répondre de suite parce qu'il y a une multitude de choses, de mails qui arrivent, de problèmes à gérer, mais je pense qu'en prenant le temps de gérer les problèmes, on peut en tirer du bénéfice. Et je crois que c'est mieux aussi, on parle de bienveillance, c'est un terme aussi très à la mode, mais en tout cas de prendre le temps de communiquer aussi avec ses équipes, d'évoquer des problèmes ou en tout cas de leur donner, leur prêter l'oreille plus facilement. Ça permet en tout cas de passer des situations un peu compliquées plus facilement. Et alors une question un peu terrible, on peut jouer et travailler avec quelqu'un qu'on n'aime pas bien? Alors jouer sur un terrain de rugby? Ouais, tu vois, encore une fois l'analogie, Ah, et dans le travail? et dans le travail, oui. Ouais, je pense que C'est dur ça, non? je pense que c'est difficile, mais à partir du moment, alors il y a 2 façons d'aborder la chose. C'est, à partir du moment où on fixe, l'objectif et le projet ensemble, même si on ne s'entend pas, si on a le même objectif commun, c'est notamment quelque chose qui est arrivé nous quand on était en équipe de France, Oui, parce qu'on était en concurrence, et oui, avec les clubs tous les week-ends, donc il fallait se gagner la place. Donc, on ne se faisait pas de cadeaux. On peut retrouver ça dans l'entreprise. Mais quand on se retrouvait en équipe de France, c'était pour un objectif commun de gagner ensemble. Donc on mettait notre ego de côté. Il en faut de l'ego pour réussir bien dans, sûr. dans la vie. Mais on mettait aussi un peu une partie de cet ego de côté parce qu'on avait un objectif commun et donc on faisait en sorte d'y arriver ensemble et donc de travailler ensemble. Oui, c'est le Et la récompense, là, c'était aussi de... Voilà, parce que quand on gagne, la finalité, on gagne tous ensemble. Et donc je m'y retrouve aussi. Et ça, c'est important. ouais, donc c'est l'objectif qui fait, le combat et pas, l'association des égos ou des personnes. C'est plutôt une bonne astuce, une clé. 2 questions, comment on vit un échec, dans le sport et comment on construit un succès du coup? Sport et entreprise, Ben hein, alors, toujours. déjà, pour construire des succès, je pense qu'il faut avoir vécu des échecs, ça c'est clair. On peut pas gagner, sans avoir connu, Ouais, on dit la chance du débutant des fois. Ouais, d'échecs. Ouais, mais ça dure pas et justement quand on n'a pas été confronté à l'échec, après on a du mal à surmonter, des moments où on va pas gagner justement. Alors d'accord. que quand on se remet en question suite à un échec, on a l'habitude, c'est un exercice qui, faut pas en avoir trop l'habitude d'ailleurs de l'échec, il faut surtout détester ça. Moi, sur un terrain de rugby, j'étais quelqu'un d'affreux, hein, je détestais vraiment, perdre, ça me révoltait déjà depuis tout petit donc bon, je pense que ça m'a pas toujours servi en dehors du terrain, mais je pense que dans ma carrière, finalement, j'étais professionnel 17 ans et je pense que c'est quelque chose qui m'a servi justement pour, m'obliger en tout cas à me remettre en question, à aller chercher, des solutions, d'entraînement, de préparation, des outils externes aussi, de technologiques, des statistiques à travailler, la vidéo, les stats. On parle beaucoup de stats GPS et cetera aujourd'hui, mais il y a plein d'outils qui sont arrivés aussi dans le sport Oui. et qui ont permis au développement du joueur. Voilà, moi je me suis toujours nourri un peu de tout ce qui pouvait, m'aider en tout cas en tant que professionnel, aller chercher aussi des compétences externes aussi, à l'entreprise pour mon développement, Oui. personnel. Je crois que c'est important. Donc, ouais, donc, construire les succès, c'est forcément, beh, quand on met tout en place, on a plus de chances d'y arriver. C'est comme quand on s'entraîne bien la semaine, on a plus de chances de bien jouer le week-end et de gagner. Malgré tout, ça ne fait pas tout non plus. Moi, j'ai toujours, poussé, sur un terrain de rugby et encore plus aujourd'hui dans mes entreprises pour que chacun amène aussi, alors son travail, mais ça, je pense qu'à un moment donné, on est tous capables de faire le Oui. travail. On appelle ça le minimum syndical. Après, il faut que chacun amène sa plus-value, ce qu'il est profondément, ce qu'il aime, parce que c'est la singularité de chacun aussi qui fait qu'un projet, eh beh, il va avoir une C'est plus-value. ça. Et sur un match, quand il faut gagner un petit centimètre, pour gagner la ligne d'avantage, c'est aussi souvent des combats dans l'entreprise ou face à un concurrent pour gagner un marché. Et il faut amener un peu ce surplus de conviction, d'investissement, le fait d'être acteur dans le projet aussi, de le porter, Oui. profondément. Quand on va en parler après, quand on va le défendre, eh beh, on aura plus de conviction. Donc on a plus de chances en tout cas de gagner. En fait, j'ai même pas besoin de poser de questions parce que ça déroule facilement et du coup, j'ai posé une question sur si on n'aime pas les gens, est-ce qu'on peut bosser avec eux? Mais alors à l'inverse, dans la vie comme ça, d'une carrière professionnelle, on se fait des copains, des amis, j'imagine. On doit se faire aussi des ennemis? Non, il y a des gens avec qui ça passe pas du tout, tu nous parles de ça un peu? Ouais, alors je vais pas aller, jusqu'au terme Je veux pas de nom, hein, je veux pas c'est pas d'ennemi, ça, hein. mais
Mais c'est ce qui nous nourrit aussi parce que quand on est sportif de haut niveau, on a besoin de cette compétition et on se nourrit de plein de choses. Et on crée aussi des conflits entre des équipes, par exemple. On connaît les conflits qu'il y a pu y avoir entre Biarritz et le Stade français à une époque, Oui. entre Toulouse et il y a le Stade français qui revient souvent quand même. Non, mais je plaisante. Paris. Mais voilà, il y a des joueurs aussi comme ça, forcément, contre qui moi j'avais foncièrement rien parce que je les ai croisés après ma carrière. Ouais, Et finalement, on s'est dit, ah ben, finalement, on n'est pas si con qu'on pensait. On a bu des coups ensemble. Mais on a entretenu ça pendant notre carrière parce que ça nous nourrissait. On avait besoin de montrer à l'adversaire qu'on était plus fort. En tout cas, voilà, il fallait se gagner la place aussi en équipe de France ou en club. Donc on se nourrit un peu de velléités comme ça qui ne sont pas fondées. Donc et c'est quelque chose qui, dans la vie aujourd'hui, me sert plus. Et je me rends compte que même s'il y a une personne qu'on n'aime pas, je pense qu'on n'a pas assez de temps pour perdre de l'énergie à batailler ou en tout cas à se prendre la tête avec des gens. Soit on laisse passer, ou soit justement on fait preuve un peu de bienveillance ou d'intelligence, on va dire, supérieure en se disant, ben voilà, j'essaie de me mettre au-dessus, de ne pas rentrer dans le conflit pour des, pour bien sûr. des, pour des bêtises, parce que souvent, voilà, on y perd quand même beaucoup d'énergie et c'est pas constructif. Donc je crois que voilà, le fait de passer outre, parfois c'est pas facile sur le moment, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à avaler, mais derrière on le vit quand même mieux et puis ça permet d'avoir de l'énergie pour autre chose de plus constructif. Ce sont des paroles très sages. On fête je ne sais pas si on fête d'ailleurs, mais c'est un anniversaire ou du moins on célèbre les 10 ans d'une finale perdue d'un point contre les Blacks. Je t'embarquerai pas sur les causes, les raisons, les machins, c'est pas ça le sujet. Tu retiens quoi, toi, de ça? Souvenirs, émotions, parce qu'il reste que ça à la fin. Ouais, Donc ben, qu'est-ce que tu retiens? il reste toujours les hommes. C'est toujours ce qu'on retient dans les aventures. Parce que voilà, on a fait beaucoup de sacrifices pendant 4 ans pour être à cette Coupe du Monde. On a eu la chance de la vivre différemment pour chacun. Et puis, il y avait un contexte très compliqué, voilà, où on ne jouait pas en équipe. On Oui, pensait d'abord chacun à soi et on jouait pas bien. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on jouait pas bien. Et à un moment dans cette compétition, on a eu la chance, par miracle, de sortir de la phase de poule alors qu'on jouait pas du tout bien. C'est vrai qu'on ressemblait pas beaucoup à une équipe. il y a une défaite en Il y a une poule. défaite, il y a 2 défaites. Il y a une défaite contre les Blacks et il y a une deuxième défaite contre les Tonga. Alors qu'on savait qu'en jouant les Tonga, qui est une nation quand même, on va dire, Spectaculaire, mais ouais, prenable. mais bon, pas au niveau de l'équipe de France, on va dire, ou du Ouais, statut de l'équipe de France, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et on perd quand même contre les Tonga. Et normalement, quand tu perds 2 matchs dans oui. une phase de poule de Coupe du Monde, tu rentres à la maison, quoi. Bon, là, on a eu la chance de se qualifier quand même de par les autres résultats en quart de finale. Et donc, il y a eu une prise de conscience vraiment collective. On a tous mis notre ego de côté. On a dit, on est quand même là, c'est peut-être notre dernière Coupe du Monde. Donc, faisons en sorte qu'on sauve notre Coupe du Monde et de Oui. sortir au moins par la grande porte, ou en tout cas avec la tête haute, et de se battre tous ensemble pour essayer de faire quelque chose. Et surtout parce qu'on représente aussi un pays. Ouais, Et l'équipe de France, c'est quand même quelque chose de très très important. Voilà, il y a une nouvelle dynamique qui s'est enclenchée où tout le monde est devenu acteur de la Coupe du Monde. Voilà, d'accord. chacun a voulu amener sa pierre à l'édifice, même s'il n'allait pas jouer sur le terrain le samedi. On a vécu la Coupe du Monde, on a passé des moments de cohésion alors qu'on ne les passait pas ensemble. Ce sont des choses qui peuvent paraître stupides, mais ça les manger au restaurant ensemble, boire un coup, commencer à rigoler, deux, trois anecdotes, vivre ensemble, voilà, comme un Oui, groupe. Et ça a complètement changé la dynamique de cette Coupe du Monde. Et on a vécu 3 semaines jusqu'à la finale qui ont été vraiment extra. fabuleuses, extraordinaires. Et on a vraiment cru très fort à notre petite étoile, à notre destin. Et jusqu'à cette finale où on a tout donné, on s'est battu, hein. Oui, Alors, sur le match, on n'a pas de regrets parce qu'on a tout donné. On savait qu'il y a des conditions qui allaient être contre nous, hein. oui, un Que ce arbitre, enfin, soit voilà, ça l'arbitre, le sifflait pas. contexte, le stade, l'ambiance. Mais on était préparé pour, donc on savait que ça allait être très compliqué. Voilà, après, c'est sûr que quand tu te dis on est passé à 1 point, enfin à 2 points en l'occurrence, Oui, d'être champion du monde, bon, tout le monde l'a pas dans le palmarès, aucun joueur français l'a fait. L'équipe de France n'a jamais été champion du monde et finalement, on a été quand même très très proche de l'être. Et je pense que sur la finale, même si sur la compétition, forcément, on ne le méritait pas forcément. Voilà, un titre, c'est sur un match et je crois que sur ce match-là,
on méritait d'être champion du monde. Mais après, voilà, il reste quand même les souvenirs, l'aventure humaine. Et quand on se retrouve, on a fêté les 10 ans en début de semaine. Bah, c'était comme si on s'était quitté la veille parce que c'est des moments qui nous unissent pour la vie. Ouais. L'aventure humaine, c'est ce que je retiens. Je vais pas dire pour terminer sur le rugby, mais il y a un truc, moi, qui m'interpelle. J'aimerais qu'on parle de cette phrase du French flair. Et encore une fois, je ramène ça, à l'entreprise. En entreprise, on essaye d'être discipliné, comme dans le rugby, il y a des règles, il y a un cadre, et c'est comme ça que ça marche. Sauf que le French flair, c'est un truc, qui je sais pas, ça dégoupille, c'est quoi? C'est un truc inattendu, désorganisé, c'est ça qui surprend. Du coup, c'est intéressant quand même ça Ouais, comme alors, sujet. ouais, il y a deux choses qui sont très importantes aujourd'hui sur un terrain de rugby ou que ce soit dans l'entreprise. Je crois que c'est très important de fixer un cadre Oui, là, duquel on ne peut pas sortir, on ne peut pas déroger. Voilà, il y a un cadre, c'est celui-là. notre directeur financier, il est ravi de ce que tu dis. Mais après, je crois que c'est important pour amener une plus-value, justement, qu'il y ait de la liberté aussi dans ce cadre et où chacun doit pouvoir s'exprimer. Et quand on parle de French flair, je crois que c'est ça, c'est amener que chacun amène sa plus-value, amène de l'initiative, Oui, c'est ce qu'on attend. Et quand on parle de French flair, c'est pas un truc où à un moment donné on va jouer de partout, dans tous les sens et faire n'importe quoi. C'est s'adapter à une situation. Et c'est surtout le French flair, c'est surtout. Euh, Fabien Galtier en parlait bien dernièrement. Ils ont refait un gros travail autour de l'équipe de France, avec le groupe, savoir qu'est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils représentaient, qu'est-ce qu'ils étaient, comment ils avaient envie de jouer. C'est notre ADN, c'est le côté latin, le côté gaulois aussi. Et c'est pas copier les autres. Pendant des années, l'équipe de France, on a voulu copier les autres. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Sudaf physiquement? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Australiens? On est en retard physiquement, ils courent plus que nous sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font les Blacks? Ils font des blocs, donc on va les copier, sauf que tu es toujours en retard parce que les Blacks aujourd'hui, moi je sais qu'ils travaillent à savoir comment sera le rugby dans d'accord. 15-20 ans ou dans 10 ans. Nous, on en était à copier les autres, donc on avait un peu de retard. Donc, on a fait table rase de ça. Je sais que Fabien Galtier, il a fait un gros travail là-dessus en disant, voilà, qu'est-ce qu'on veut porter, qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme image, qui on est vraiment. D'accord. Et donc, on va s'appuyer sur nos forces, pas copier les autres, mais d'abord s'appuyer sur nos forces. Et ça, je crois que c'est important. Et le French Flair, je crois que c'est quelque chose qui en fait partie, parce que c'est dans notre ADN, c'est dans notre sang, et on sait à un moment donné jouer au rugby. Moi, je suis persuadé qu'on sait mieux jouer au rugby on sait aussi bien jouer au rugby que les All Blacks, et on sait mieux jouer au rugby que les Anglais, par exemple. Sauf que voilà, par moment, on a aussi nos défauts, on manque un peu de rigueur, etc. Donc il faut travailler sur la rigueur, sur comment sortir de son camp sur un terrain, sur les phases de conquête, sur ce cadre justement. Donc on a du mal, nous, par moment, à respecter. Mais je pense qu'à partir du moment où on respecte ce cadre-là, à l'intérieur, on est capable de faire des choses magnifiques. J'aime bien ta description parce que si j'essaye de la reformuler, ça ressemble un peu à la culture d'une entreprise. C'est-à-dire, on n'est pas toujours capable de l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'on ressent et c'est ce que tu viens d'exprimer. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a senti. Merci, merci beaucoup. Pour embrayer sur le deuxième bloc de notre discussion, quel sens on donne à sa vie après le sport, après des intensités, après, être aspiré par le fait d'être consultant, enfin voilà. C'est quoi ta vie maintenant alors? Quel sens tu as donné à tout ça? Et tu peux nous parler du fait d'être entrepreneur du coup? Ouais, ouais, donc alors, moi, j'ai jamais considéré non plus le rugby comme un métier, parce que je viens d'une famille donc de maquignons, de négociants en bestiaux, où la valeur première qui m'a été éduquée, c'est le travail. La famille, bien entendu. Voilà, dès tout petit, moi, je ramassais des cailloux dans des champs. J'allais pas à la piscine avec les copains là, l'après-midi. Donc, C'est dur? pour parler un peu crûment, ça me faisait un peu chier quand j'étais jeune. Mais je crois que ça m'a inculqué aussi des valeurs fortes de travail. Et quand on veut réussir dans la vie, il faut d'abord travailler. Ça m'a servi aussi pendant ma carrière. Quand j'étais blessé, voilà, j'ai travaillé dur. Et je savais qu'en travaillant dur, même si c'était pas flagrant, l'évolution des progrès par rapport à une blessure au quotidien, je savais qu'à terme, j'allais réussir. Donc ça m'a amené la persévérance. Ça, c'est quelque chose de très important, savoir persévérer. On n'a pas toujours des résultats de suite. Et donc aujourd'hui, eh ben, ça m'a permis de développer d'autres activités pendant ma carrière. Donc c'est vrai que pendant ma carrière, j'étais professionnel, donc ça m'a permis de gagner de l'argent que j'ai investi D'accord. dans le développement d'autres entreprises. Donc une académie de rugby
des stages que j'organise depuis l'âge de 23 ans à Biarritz, où j'accueille une centaine de gamins pendant la semaine en pension complète, où on fait du rugby, bien entendu, mais aussi un peu tous les sports du Pays Basque, que les enfants ils viennent s'imprégner un peu de ce qu'on vit aussi au Pays Basque, du bien vivre. T'es ambassadeur. Ouais, toujours, toujours, c'est important. Donc il faut aussi du surf, de la pelote, de la force basque, et puis c'est aussi apprendre à vivre ensemble pendant une semaine avec des règles de vie. Donc 100 personnes, enfin jeune, hein, Mhm. 7-14 ans. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je m'éclate, puis ça me permet voilà, de rendre un peu aussi au rugby ce qu'il m'a Eh ben donné, oui. de transmettre, d'échanger de façon simple. Euh, Plus tard, lors de ma carrière, j'ai eu une marque aussi de prêt-à-porter pendant 7 ans. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai dû arrêter parce qu'en 2014, j'ai lancé une activité de négoce d'importation de vins étrangers en France, ça s'appelle les Passeurs de vin, avec Lionel Osmin, avec qui je suis associé, qui Oui. est à Pau. On a aussi des vins du Sud-Ouest, Lionel Osmin. C'est un négoce sur toute la France, sur les réseaux traditionnels, hôtels, cafés, restaurants, cavistes. On a un peu plus de 70 agents sur toute la D'accord. France et à peu près un peu plus de 2000 clients. Donc ça, c'est une activité aussi qui est intéressante, qui m'a permis de garder le contact aussi et le côté convivial. C'est quelque chose qu'on aime aussi dans le rugby. À cette époque-là, j'ai lancé des restaurants aussi. Ça s'appelle Les Contrebandiers. Donc j'ai un restaurant à Biarritz qui s'appelle Les Contrebandiers, un à Pau et un franchisé à Saint-Étienne, qui était un de mes clients qui a voulu ouvrir le concept qu'on avait développé. Donc là aussi, c'est l'aventure humaine avec la rencontre avec Lionel Osmer, mon associé dans les vins, et Vivien Durand, qui est chef D'accord. étoilé au Prince Noir, qu'on salue. Et c'est un concept autour des vins du Sud-Ouest, des vins étrangers, mais pas que. On a aussi une belle carte des vins de toute la France et de la pinchonomie. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve à Saint-Sébastien. C'est des petits plats qu'on partage, qu'on met au milieu de la table. Donc, voilà, toujours au milieu de la convivialité, du partage, du sérieux sans se prendre au sérieux et passer des bons moments. Donc, ça fait 7 ans. Et D'accord. donc, à cette époque-là, j'ai eu la bonne idée d'aller jouer à Toulouse alors que je comptais arrêter ma carrière et développer mes activités. Donc, j'ai dû arrêter D'accord. l'activité de Le prêt-à-porter, textile. de textile. Et donc aujourd'hui, voilà, ce sont mes trois activités, donc restauration, négoce de vin, pour la partie rugby, académie, un peu consulting autour des matchs de l'équipe de France. Et surtout la dernière activité que j'ai toujours développée en patrimonial pendant ma carrière, c'est l'immobilier et que je fais de façon un peu plus professionnelle aujourd'hui, à savoir construction et promotion de certains programmes. Constructeur aussi? Ouais, Ah oui, donc il y a des ouais, compagnons bâtisseur, et bâtisseur. Ouais. bâtisseurs, d'accord. On aime Ah oui, monter. Moi, je suis très attaché. Alors, c'est de part aussi, je pense, mon enfance à la pierre et à la terre. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a du sens pour moi, de pouvoir construire des choses que je peux toucher, que je peux voir. Et voilà, j'ai un certain goût aussi pour les matériaux, pour les produits nobles, pour l'aménagement. Donc, c'est vrai que on j'aime bien va m'investir dans ces programmes-là. Donc, voilà, ce sont des choses aussi qui ont beaucoup de sens aussi pour moi et dans lesquelles je m'épanouis et dans lesquelles je prends aussi beaucoup de plaisir. on va en parler de l'immobilier, bien évidemment. Les contrebandiers, j'ai saisi hier une anecdote, il y a un clin d'œil à quelque chose là sur le nom, non? Ouais, donc les contrebandiers, donc on travaille les produits entre la France et l'Espagne, donc on est aussi à la frontière, les Pyrénées. Et, bon, il semblerait qu'il y ait eu quelques histoires de contrebande dans ma famille, mais on n'a aucune preuve, bien Ah entendu, d'accord, et que certains douaniers auraient été soudoyés, mais bon, bon, tout ça, on n'a aucune preuve. Donc, je me suis d'où dit, le nom. quand il fallait trouver un nom, bon, ben, on est au pied des Pyrénées, je me suis dit, on va rappeler le concept, les contrebandiers, c'était mieux que les douaniers, et puis ça avait quand même pas mal de sens. Voilà, parce que ça fait plus de 4 générations qu'on travaille dans le négoce avec ma famille, avec l'Espagne. Donc voilà, il y a quelques histoires de contrebande et j'ai trouvé le nom sympa. Et voilà, de suite, on est parti sur ça. Et puis, ça a bien matché. Donc, Hein. Mais en fait, c'est parce que j'ai un clin d'œil à faire, l'un de mes collègues directeur, lui, il a changé de vie et il est parti s'installer, au Pays basque. Il est à Anglette, il est anglais, ouais. certainement, sur On la le plage salue, du on le salue. eh ben oui, on le salue, Cédric. Il est sûrement à la plage du VVF alors qu'il devrait être en télétravail. On est vendredi, mais tu pourras aller boire un coup, au Contrebandier avec Imanol. Ça, c'était la blague, bien sûr. Je reviens d'un mot avant de partir sur l'immobilier, sur la jeunesse, parce que tu étais là, pour une mission particulière hier avec l'OMR. C'est important pour toi, la jeunesse? Tu dois transmettre quelque chose? Ça te fait vibrer ça? Non, je ne dois pas, mais comme tu dis, voilà, c'est quelque chose, il y a des choses qui nous font vibrer, qui nous nourrissent.
On recharge les batteries au contact de personnes, au contact de certaines activités. Et moi, c'est vrai que quand je suis à contact avec les jeunes, c'est quelque chose qui me nourrit. Voilà, il faut rester un enfant, hein, je pense. Il faut garder cette fraîcheur et cette spontanéité. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les enfants et qui manque un peu dans le monde des grands, on va dire. Et voilà, le fait hier aussi de partager un Oui. moment avec des classes, avec aussi des milieux un peu en difficulté, et de les retrouver comme ça, un moment de cohésion où tout le monde s'amuse, rigole et partage un bon moment, je crois que c'est important. Voilà, moi je ne me prends pas pour un ambassadeur du rugby avec une mission, Ouais. mais c'est surtout voilà, prendre du plaisir, partager des moments. Si je peux donner quelques conseils sur certaines choses par rapport à mon expérience et mon vécu, je le fais. Mais même lors de mes stages, je suis pas là pour faire des grands joueurs de rugby professionnels, même si j'en ai quelques-uns qui sont passés, qui sont en équipe de France aujourd'hui, Ah! notamment voilà, Romain Tamac, Grégory Aldrit et quelques autres. Donc je suis content de les voir aujourd'hui réussir. Moi, Aldrit, il est des Hauts-de-France, je crois? je les ai eu dans les mains, le Gers, Ah, tous des Gersois. pardon. D'accord. Excusez-moi. Heu, mais c'est bien ce que tu dis parce que tu vois, dans nos entreprises et pour tous les chefs d'entreprise, qui nous écoutent chez nous, qui nous écoutent, heu, donner pour recevoir, c'est ça, c'est on est chef d'entreprise, on est patron, mais aller dans les associations, voir des jeunes, parfois leur redonner un cadre, donner un sens à leur vie, les aider et ben demain ça fait, tu l'as dit, ça fait des joueurs d'équipe de France. Bah, nous, ça peut faire des futurs salariés ou des gens qui s'étaient un peu paumés, des gamins qui s'étaient paumés et demain, bah, c'est des futurs collaborateurs donc ça, c'est encore une fois une très belle analogie avec, Je vais juste rebondir, là-dessus, c'est important de donner. C'est toujours difficile parce qu'on est quand même, profondément égoïste, hein, et même dans le sport, il faut l'être pour pouvoir réussir. Il faut penser aussi à soi parce qu'il voilà, faut entretenir son oui, physique, son corps et cetera. Dans la vie aussi, on est quand même égoïste et le fait de temps en temps de savoir donner, du temps et on souvent on te le rend quand même au quintuple oui, et moi j'ai toujours dit aussi sur un terrain de rugby, c'est une petite phrase que j'avais sortie comme ça quand j'avais arrêté, dans la vie, c'est comme sur un terrain de rugby, il faut savoir donner avant de recevoir et dans l'entreprise, c'est pareil, quand on est capable de donner à ses collaborateurs, le jour où on en aura besoin, on n'aura pas besoin de demander, quoi. Mais pour ça, il faut savoir aussi le faire en oui. amont et aller, et aider des collaborateurs qui sont en difficulté. C'est pas toujours spontané et facile à faire, mais ne serait-ce qu'un petit peu, déjà, c'est pas mal. Ouais, on est bien d'accord. L'immobilier, tu as une idée particulière de ce que tu veux construire, de ce que tu veux transmettre? Et puis aussi, à l'inverse, qu'est-ce que te disent les clients? Ils veulent quoi, en termes d'immobilier? Ils Alors v au début, j'avais une approche, très patrimoniale, je l'ai toujours. Voilà, je construis des projets pour pouvoir les oui, garder et pour les transmettre aussi à mes enfants. Donc voilà, quand je fais des projets, c'est pour qu'ils durent. Donc on essaie de réaliser enfin, en tout cas de faire des belles réalisations et j'essaye, je suis encore dans une période un peu d'essai où il y a des programmes, que je construis, où je réalise tout de A à Z, et le produit, je le vends fini. Donc c'est vrai que c'est un peu lourd à porter, oui. mais c'est pas le client qui choisit, sa cuisine, sa Ah d'accord, tu imposes? j'essaye, je me rends compte ou après c'est aussi le marché qui veut ça avec, forcément l'offre, la demande qu'il y a Oui, aussi au Pays basque. Ça marcherait peut-être pas autre part. Donc c'est quelque chose qui marche bien parce que d'avoir un produit fini et beh, forcément, j'ai pas besoin d'attendre pendant, 12 mois, 14 mois, 16 mois que le produit soit fini. d'accord. Il y a pas cette impatience et puis le fait d'avoir un produit fini, on peut s'installer directement donc c'est du clé en main donc ça c'est quand même intéressant et puis après dans les autres projets, en VFA, hein, c'est aussi, essayer de réfléchir, moi j'essaye, déjà dans mes projets depuis longtemps, d'avoir le moins d'espace, perdu. Oui, Voilà, pas de long couloir, pas de c'est vrai qu'ici on est dans un lieu, qu'on a ouvert, visité tout à l'heure où tous les espaces sont optimisés. oui. Donc voilà, j'ai toujours eu un peu, ce sens de l'optimisation des espaces et puis aujourd'hui, voilà, travailler aussi, des matériaux, essayer de travailler localement avec des produits aussi, locaux, pas faire venir des produits, Et oui. qui arrivent de très, très loin. Alors bon, parfois il faut aussi, le faire, mais c'est vrai que commence à avoir un peu cette démarche un peu, on va pas dire éco-responsable, mais Très bien, si.
Mais dans les projets, oui, en tout cas, déjà, qui s'intègrent bien par rapport à l'emplacement dans l'écosystème dans lequel il est, pas sortir une tour au milieu d'un truc qui ressemble à rien. Ce Donc, serait pas mal une belle tour de 40 étages à Biarritz, non? ça peut, mais pas à Biarritz, quoi. Pas à Biarritz. C'est pas encore le cas, mais Non, je voilà. plaisante, Donc, bien sûr. adapter des projets aussi, voilà, à son environnement, je crois que c'est important. Voilà, et puis toujours avoir un peu le sens du beau et de l'esthétique, c'est quelque chose qui est important. Ça, de toute façon, la clientèle, j'imagine, elle peut pas te dire non. Elle peut pas te dire: «Bah, non, ça, c'est pas beau, c'est cheap», c'est une constante. Les clients, ils veulent de la qualité, Ils je veulent de la suppose? qualité, ouais. Après, c'est quelque chose que je tiens un peu de mon expérience du prêt-à-porter. C'est pas parce qu'on dessine une gamme qu'elle va nous plaire que ça va se vendre ou que ça va plaire à tout le monde. Donc, C'est le marché qui commande. c'est pas le marché qui commande. Moi, j'essaye quand même, voilà, comme c'est des programmes qui sont encore assez petits, entre 8 et 14 appartements, Oui? j'aime bien m'occuper du dessin avec l'architecte, de l'aménagement, des espaces, et cetera. Je retouche les programmes, j'aime bien mener ma patte et finalement, voilà, c'est vrai que quand on a un rendu et que ça plaît, on est aussi fier d'avoir construit tout ce projet. Donc, j'aime bien aussi, demander l'avis à pas mal de personnes autour de moi, et cetera, impliquer un peu de monde, impliquer aussi, des équipes par rapport à ça, c'est important. Mais voilà, de voir naître, de voir sortir quelque chose de terre, c'est quelque chose d'important, ouais, pour moi. Et tu as une idée de ce que pourrait être, le logement ou le bâtiment de demain, si on va loin, ou tu réfléchis à ça? Parce que tout à l'heure, tu parlais du rugby et de dire, comment ce sera dans 10 ans, dans 15 ans, bah, tu faisais cet exercice déjà, et là, pareil, dans l'immobilier, tu as une idée de ce que ça va être? Beh, je pense que ça va énormément évoluer, notamment au Pays basque, hein, parce qu'on manque de logements aussi, Oui, pour les locaux, pour les jeunes, qui s'investissent, qui veulent vivre, voilà, où ils sont nés et pas partir à 60 kilomètres parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc je pense que ça va être, voilà, des résidences où il y aura pas mal, d'espaces communs, oui. pour optimiser justement les espaces, avec, l'accès à plein de services en commun, des espaces aussi connectés, voilà, des bâtiments qui vont être beaucoup moins énergivores. On a fait un joli tour tout à l'heure, ça m'a bien plu, tout ce qui se passait ici, donc bravo. Et et forcément des bâtiments qui vont être, plus enclins à se fondre dans l'environnement, plus proche de la nature, voilà, Tu des crois que bâtiments le moins lourds, tu crois que le covid est passé par là aussi? Il y a quelque chose qui ouais, je crois a qu'il y avait d'accord. déjà cette dynamique, mais je crois que ce qui s'est passé, aujourd'hui, a donné déjà, alors ça se passait déjà, mais peut-être que le consommateur ou le client, il avait pas trop cette démarche. Et je crois que le covid a permis en tout cas aux gens de se reconnecter un peu peut-être à des C'est choses ça. un peu plus simples, à la nature, à des matériaux un peu plus chaleureux. On a vu le boom aujourd'hui, de tout ce qui est, aménagement d'habitat avec, Oui, voilà, des plantes, du verre, du oui, bois, ça existait un peu moins quand même il y a 2 c'est ans vrai. et c'est vrai qu'il y Et a du eu coup, il y a pénurie, hein. Donc, ouais, d'ailleurs, il y a quelques grandes enseignes qui sont en pénurie, ouais. ouais, c'est fou ça, quand même. Tu parlais de lieux partagés, dans un bâtiment, de logement. Je te confirme que, nous, dans nos activités, on a eu beaucoup de programmes immobiliers, suspendus, arrêtés, pour les transformer justement avec, cette volonté, d'avoir, des services, des lieux partagés, des bâtiments modulables aussi. J'ai une salle que je prends une journée, une semaine, 1 heure, et ces programmes sont transformés maintenant, et donc, je confirme qu'il faut qu'on soit créatif et il faut qu'on anticipe. Du coup, on va faire quelques erreurs certainement, mais c'est pas grave parce que, comme on le disait avec le rugby, c'est deux trois échecs qui vont faire qu'on va construire, Ah oui, il faut essayer. le succès. Mais en tout cas, je suis ravi, bah, de savoir que ce bâtiment t'a plu déjà, et puis qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Au Pays basque, hem, tu crois qu'il y a quelque chose de différent? Enfin, je veux dire, le fait d'être un environnement privilégié, j'imagine, Oui, le c'est Pays vrai basque. qu'on est, On construit ou on évolue différemment des grandes métropoles, de Paris, tu crois qu'il y a quelque chose par rapport à l'immobilier là-dessus aussi? bah, alors, oui, c'est vrai qu'en général,
au Pays Basque, on essaye de préserver une certaine architecture, et cetera, même si, il y a des projets, qui font office un peu de verrues, notamment sur le front de mer à Biarritz, et cetera, parce qu'il y a quelques années, on a laissé faire un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on est aussi, dans une réflexion, globale, c'est pas chaque mairie, qui, qui valide des projets au niveau local. Donc il y a une réflexion qui est un peu plus générale à comment sera l'architecture de demain. Et je crois que c'est bien qu'il y ait de la cohésion, en tout cas de la cohérence dans les nouveaux programmes et qu'il y ait une uniformité un peu pour justement qu'il n'y ait pas une tour de 40 mètres à côté, une maison en pierre, hein. Et Ça, je c'est crois le que respect des traditions, en et je gros. crois qu'il y a une réflexion qui est globale, hein, mais je crois que c'est pas qu'au niveau du Pays basque. Mais c'est important, je pense que c'est important aussi de préserver aussi une certaine identité. Donc, faut savoir, se moderniser, utiliser les outils, qu'on a à disposition pour progresser, pour se moderniser, pour évoluer. Mais je crois que c'est important aussi de garder notre Et oui, ADN, notre ADN. exactement. De savoir d'où on vient pour, respecter les traditions tout en innovant. C'est la même chose dans le Nord, hein. Tu sais, ici, on a des bâtiments en briques, mais on les construit pas comme il y a, 50 ou 100 ans. On s'est transformé, mais on respecte une forme, de tradition. On arrive au terme de cet entretien. Moi, j'aurais pu passer, des heures, bien sûr. On a quelques questions, mais il y en a une qui revient assez fort. Ah, C'est sur la carrière et c'est sur le rugby. C'est lié à la peur. Heu, Est-ce que tu as des astuces ou des clés pour surmonter, la peur? Alors, j'essaye de faire une seule question avec tout ce qu'on m'a posé, mais ce mental, parce qu'on en parlait aussi en préparant, enfin, quand tu es, face au haka des Blacks ou quand tu es un peu, justement, trop ému face à un événement, ça peut se transformer en peur, ça peut encore une fois l'analogie, au business, hein, au boulot où un gros dossier, je vais réussir, je vais pas réussir et du coup on peut perdre ses moyens. Tu as des clés là-dessus? Comment on fait quand on est face aux Blacks? bah, on fonctionne tous différemment, hein. Dans l'abord d'un match, il y a des joueurs qui sont très stressés, donc ils vont avoir besoin d'être au contact des autres, de ne pas s'enfermer dans leur chambre, pendant 10 heures. Il y en a d'autres qui vont être très détendus, ils vont regarder des films, il y en a, ils vont jouer aux cartes, il y en a bon voilà, et c'est vrai qu'il y a plein de façons. Il y a pas le guide, le D'accord, manuel, comme le manuel du bon capitaine ou du bon manager. Il y a pas le guide de la bonne approche pour jouer un match. Je crois que c'est la peur, et il faut qu'elle soit présente, mais il faut que ça soit une alliée, que ça soit positif. Il ne faut pas que ça devienne négatif, en fait. Parce que si j'ai pas peur, je suis pas en éveil, je suis pas concerné, je suis pas concentré, alors que quand il y a cette peur, moi j'ai jamais été, la peur, on peut l'assimiler aussi au stress, hein. Quand on a oui, un certain stress, c'est une peur, une sorte oui. de peur, mais ça nous permet, voilà, d'être dans le moment, d'être présent, d'avoir tous nos sens en éveil, et on sait qu'on va pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Donc cette peur, elle est nécessaire, je dirais même. Mais Maintenant, faut pas se faire submerger il par faut contre. pas être, voilà, il faut pas être submergé par le moment, par l'émotion surtout. Je pense que l'émotion, trop d'émotion, même qu'elle soit, quand c'est dans l'excès, c'est pas bon. Donc on peut perdre à ce moment-là nos moyens. Mais je crois que le fait d'être un peu stressé, ou en tout cas d'avoir peur, c'est une bonne chose. Il faut pas en avoir peur justement. Ouais. Après, il faut s'habituer, il faut le travailler. On peut trouver aussi des astuces pour pas aller trop loin dans l'excès. Donc chacun, peut avoir une méthode, différente. Moi, je sais qu'à l'abord de ces grands matchs, il y avait quand même aussi beaucoup d'excitation. Et moi, l'excitation, elle prenait quand même le pas sur le reste, et j'essayais de tourner ces moments-là, avec, d'amener beaucoup de positif, Oui, heu et 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 pas laisser la place au négatif. Beaucoup de positif dans le sens où le discours, c'était: «On a une chance incroyable d'être là. Voilà, rentrons sur le terrain avec le sourire, avec la banane», quoi. Je dis: oui, «Profitez-en les mecs, profitez-en parce que ça arrivera plus». Et donc là, on change un peu la d'accord. mentalité de la chose. C'est comme sur un événement, hein, quand on va préparer un événement, moi je prépare aussi des événements où il y a 400-500 personnes, et plutôt que de voir, le côté négatif, ce qui va pas marcher, et cetera, c'est non. Tiens, régalez-vous, on va Ben prendre du oui, plaisir, on a travaillé très dur c'est ça. pour vivre ce moment-là, autant s'éclater. Il y a des choses Ouais. qui vont pas marcher, mais si l'énergie, elle est collective, et on surmonte un peu tout ça, et on amène du positif dans tout ce qu'on fait, beh, l'énergie collective, elle va combler, tous les manquements, tous les petites erreurs qu'il va y avoir. Donc voilà.
profiter du moment et Faire ce qu'on sait faire, on a répété, on est prêt, on y va, quoi. profiter du moment. C'est ça. Ouais. Prendre du plaisir parce que Bon. voilà, c'est des moments, c'est des super moments, quoi. Et donc, autant se dire, ben, profitons-en parce que ça va durer pas longtemps. Donc, Ouais. c'est con de s'arrêter sur des choses qui vont pas marcher. On va pas refaire la conclusion, mais moi, je suis persuadé qu'en face, ils ont aussi certainement, un peu de stress et un peu peur. Donc ça Ben, pour aussi, parler pour la petite finale, pour conclure, je pense que en plus, on a fait un truc assez fort, là, on a cette image de flèche, là, de V où on s'est unis. Et je pense que c'est eux qui ont eu un peu peur. Ils se sont eh dit, ben, tu vois? qu'est-ce qu'il nous faut encore les petits Français là? Et pour nous, ça a été un moment d'union et d'unité sacré. Ouais. Bon, Bon, après, quand tu fais ça, il faut pas en prendre 40 derrière. Donc, c'est aussi un pacte d'engagement. Voilà. super. Bon, la conclusion est là. Moi, j'ai qu'un mot à dire. J'ai retenu, 2 mots. Tu as dit, enfin 3 mots: «J'ai détesté l'échec» ou «Je déteste l'échec». Je peux t'assurer que celle-là, je vais la replacer. En tout cas, merci Imanol. Merci à Merci vous. merci à tous. Encore un bonjour à Cédric Collet, à Anglette et puis Il est un un peu jaloux. Il va ouais, bientôt vous rejoindre, Anglais, je je vais crois. changer de vie aussi. Moi, je vais aller habiter là-bas. Et puis, eh bien, à très bientôt pour un prochain numéro de Comment ça Wave. Merci, ciao. Merci, au revoir.